C'est l'heure de votre émission Le Débrief sur Medi 1. Soyez les bienvenus et merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les partis politiques s'unissent, les coalitions se multiplient sur le continent. Des courants politiques tels que le libéralisme ou encore le socialisme s'unissent également pour des objectifs communs. Dès lors, allons-nous vers la fin des idéologies sur le continent? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons faire un focus sur la limitation des mandats sur le continent. Quel mécanisme aujourd'hui pour écarter le sempiternel problème du troisième mandat ou encore de la longévité au pouvoir de certains dirigeants? Des éléments de réponse également en fin d'émission avec mes invités du jour. Dr Moussa Diop, vous êtes analyste politique, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1. Merci Régis et bienvenue à tout le monde du coup. Nous remercions également Momodou Seck, expert électoral, analyste politique. Toujours un plaisir évidemment de vous recevoir sur ce plateau de Medi 1. Un plaisir partagé mon cher. Nous allons tout de suite parler évidemment de cette observation de manière générale, j'ai envie de dire. Ils étaient dans le parti au pouvoir jusqu'aux dernières élections. Avec la défaite, ils ont changé de camp. Ils sont désormais des militants très engagés du nouveau régime qu'ils servent et défendent. Un jeu de chaises aujourd'hui, Monsieur Seck, qui dicte un petit peu la vie politique sur le continent. Qu'est-ce qui peut expliquer cette forme de transhumance politique en Afrique? Alors, c'est une question un peu complexe qui va néciter qu'on convoque peut-être certains faits conceptuels, mais essentiellement, c'est lié à des comportements. Je pense qu'on parle de la fin de l'idéologie, mais essentiellement, quand vous lisez les manifestes des partis, etc., fondamentalement, il y a des soubassements idéologiques. Fondamentalement, en général, dans leurs manifestes, dans leurs déclarations d'intérêt, etc., même au moment où ils vont vers la constitution de dossiers pour être reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur, mais il y a des soubassements idéologiques. Exactement. C'est juste que maintenant, il y a une nuance il y a tout un monde entre les déclarations d'intérêt et la pratique. Et c'est ce qui nous amène à dire qu'on est de plus en plus dans un monde de l'urgence aujourd'hui. Exactement. C'est le monde de la rapidité, de la vitesse, etc. Et j'ai tendance à l'appeler, ils font face à une opinion fast-food qui n'a pas le temps de proposer une alimentation bien élaborée, bien conçue, bien préparée, avec les doses qu'il faut, etc. Ils sont pressés de régler leurs problèmes tout de suite. Et donc, les partis politiques rejoignent l'opinion sur cette attente-là. C'est une question d'offre et de demande. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus le temps à être dans des réflexions idéologiques, dans une structuration des approches, etc. C'est des problèmes qui se posent, il faut des solutions tout de suite et toutes faites. Ouais. Ce qui fait que finalement, les partis politiques, d'abord, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir 2 ou 3 idéologies et avoir 480 partis dans un pays. C'est dire que donc forcément, ils sont dans des approches individuelles et non pas dans des approches de militantisme. C'est l'intérêt qui guide la pensée. C'est ainsi qu'on résume aujourd'hui l'idéologie politique sur le continent. Absolument. Maintenant, je ne dirais pas que c'est la mort de l'idéologie. C'est plutôt des approches très, très légères que ces partis-là ont de plus en plus et cherchent forcément à s'insérer dans des dynamiques de prévarication, dans des approches de privatisation de l'État, dans des approches comme le disait Achille Mbembe, l'État est devenu un lieu de prédation. Donc on n'est plus dans des questions de positionnement idéologique, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, même les French Doctors, comme on les appelait à partir de 90, les Bernard-Henri Lévy, mais essentiellement Kouchner, qui sont venus pour répondre à un problème face aux besoins humanitaires du Soudan. C'est eux qui ont quelque part ouvert cette brèche-là, parlant du monde de l'urgence. Mais même un monde de l'urgence a besoin de soubassements idéologiques, d'éléments conceptuels pour justifier les approches et les actions. Et en parlant de soubassement, docteur Diop, les partis ont-ils en fait une idéologie de fidéliser leurs adhérents ou sont-ils simplement, on va dire, des pions politiques? Alors, d'abord, avant de répondre à la question, il faudrait repréciser que quand même on ne peut jusque-là pas parler de fin des idéologies. On a des reformulations qui sont ajustés à des comportements.
d'acteurs, des logiques d'acteurs. Et Achille Mbembe parle justement de prédation, moi je parle d'accaparement. Et pour répondre à votre question, Régis, alors, dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle la massification. La massification qui est cette cellule-là où il faut trouver le maximum d'individus, d'adhérents au service du parti. Il faut savoir que le mot masse a une histoire conceptuelle en communication de masse, sociologie de la communication, et c'est un mot quand on utilise qui est assez péjoratif parce que conçoit l'individu non pas en tant qu'une unité réfléchissante, capable de produire une réflexion intellectuelle élaborée. On convoque ici l'individu dans une dimension affective, manipulable, avec justement la convocation de pratiques de propagande. Quand on parle de propagande, on est dans les pratiques des régimes communistes, dictatoriaux, voilà, Staline. Oui. Et donc, les partis politiques, dans leur fonctionnement, ne sont pas dans une dynamique très élaborée, en fait, à la fois de la pensée et aussi de l'action. Donc, c'est ce qui fait qu'on se pose de la question de l'idéologie et qu'on a des alliances contre nature, en réalité. Oui, et qu'on observe aujourd'hui, hein, d'ailleurs, ça se passe au Congo. Hein, et surtout, les individus qui viennent adhérer à ces partis politiques-là ne sont pas dans une logique d'adhésion fondée en fait dans une prospection ou une société voulue en fait. On est dans de l'immédiateté, dans de l'urgence et initialement en fait dans l'histoire un parti politique proposait. C'était un lieu où on élaborait une offre. L'offre politique, c'était quoi? C'était une idéologie qui va avoir des déclinaisons en termes de programme économique, en termes de projet de société. D'accord, un discours sur la société. Maintenant, nous ne sommes pas dans cette logique de l'offre, on est dans une logique de l'ajustement permanent. Et donc, qui fait que le parti politique s'ajuste à des comportements qui sont déjà en œuvre, observables au sein de la population. D'accord, et du coup, un renouvellement est très peu attendu et on est dans la stabilisation de comportements court-termistes. En parlant de comportement, monsieur Seck, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, vous l'avez souligné également, hein, le docteur vient de le souligner dans son argumentaire, l'évolution, on va dire, de la vie politique, il y a une forme de mutation. Alors on est passé de parti unique au parti dictatorial, hein, il faut aussi, on peut le dire aussi, au multipartisme. Quelle analyse faites-vous justement de ce changement politique sur le continent? Il faut juste comprendre que c'est l'ère de l'universalisation du projet démocratique. On a compris aujourd'hui que, et ça c'est au lendemain de la fin des tensions idéologiques, qui faisait dire d'ailleurs à Jean-François Bayer qu'on a tout changé pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au bout de 10 ans presque d'exercice de cette démocratie-là, quand Mitterrand parlait du vent de la démocratie qui a soufflé, tout le monde est devenu démocrate, mais dans la lettre. Et au bout de 10 ans, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous au même pouvoir sans alternance. Ils sont restés au pouvoir, ils ont su se draper des atours de démocrates sans l'être réellement. Donc c'était une forme de manipulation, d'instrumentalisation de la démocratie. Et vous vous rendrez compte que l'élément essentiel de la démocratie, qui est le parti politique, en général, on ne vit même pas de la démocratie dans ces partis politiques-là. Et c'est ce qui a fait, par exemple, qu'aujourd'hui, la crise des partis politiques, mais nous la vivons actuellement. Essentiellement, un parti politique, sa vocation, c'était d'abord, c'est un espace de socialisation. Et comme l'a dit le docteur, hein, on y apprend l'idéologie, etc. On forme, on formate, etc. à l'idéologie et à certaines réalités de parti. L'autre vocation, c'est que c'est un parti de débat. D'abord, il n'y a plus de... On ne forme plus. Oui, il n'y a plus, justement, la formation est totalement effacée. L'école du parti, n'en parlons plus. Espace de débat, on ne débat plus là-dedans. Si vous prenez le risque de créer un courant là-dedans, qui va à l'encontre des idées du chef, alors vous êtes ostracisé ou
exclus. Oui, parce qu'on a l'impression que dans ces partis politiques, il faut toujours être adepte de la pensée unique, c'est-à-dire que... Voilà, on ne débat plus. On ne débat plus, oui. On ne socialise plus, on ne débat plus. Maintenant, la troisième vocation, c'est la machine électorale. Il faut montrer sa capacité à mobiliser et à avoir une certaine légitimité à la base. Mais aujourd'hui, vous parlez de coalition, c'est qu'il y a énormément de partis créés depuis plus de 30 ans qui n'ont jamais été seuls à des élections. Ce n'est plus des machines électorales. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas cette légitimité-là. Donc, c'est quelque part une crise de la démocratie essentiellement que nous vivons. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, mon cher Seck, je reste avec vous. Quant au Sénégal, vous l'avez également souligné, une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le PASTEF d'Ousmane Sonko, Taxawu Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou encore le parti et l'unité du rassemblement qui a officiellement été lancé le jeudi 2 septembre. Une autre coalition qui regroupe le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Wade. Sommes-nous là en train de vivre cette crise-là ou simplement on va vers cette, on va dire, même si évidemment vous n'êtes pas unanime sur ce fait qu'on peut tendre vers une fin des idéologies, mais quand on a tous ces partis politiques qui étaient des rivaux avant, c'est ces grands cadres-là qui étaient des rivaux avant qui se retrouvent aujourd'hui pour un objectif commun. Oui, il faut dire qu'au-delà même de cette supposée crise des idéologies, ce à quoi je ne crois pas, je pense que les idéologies sont là, c'est juste qu'on est dans des contextes conjoncturel, dans une conjoncture qui fait qu'il y a des alliances contre nature, contre quelqu'un. Oui, vous avez parlé de l'urgence. C'est le cas aujourd'hui avec cette coalition? Alors, au-delà de l'urgence, je pense que chacun veut régler son compte à maquis. Mais seul ne peut pas le faire. Il faut aller ensemble pour le faire. C'est tout simplement cela. Mais je ne pense pas qu'ils aient des accointances idéologiques ou même les mêmes approches. Ils n'ont pas les mêmes approches, ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas les mêmes profils, Khalifa Sall et Sonko. Encore moins le PUR, qui est dirigé par le guide moral, c'est un chef religieux. Ouais. Donc c'est dire que quelque part, on pourrait l'appeler une alliance contre nature, mais pour une cause commune. C'est le départ de Macky Sall. Et se trouve où l'inquiétude, Dr Diop, aujourd'hui dans ce grand rassemblement? L'inquiétude se situe à quel niveau? Vous parlez d'inquiétude, pourquoi? Non, parce que évidemment, M. Seck parlait de l'absence de ces idées. Chacun, évidemment, a un profil différent. Oui. Mais est-ce que l'inquiétude, c'est pas de se dire, OK, il y a une coalition qui est là, je vais être le leader de cette coalition, je veux mettre mes intérêts en avant évidemment ceux des autres. Est-ce qu'il y a pas, on va pas assister à, on va dire, il parlait tout à l'heure de la solidification de certains partis. Est-ce que ça aussi, ça n'inquiète pas derrière? Alors, le fait qu'il y ait des coalitions entre des partis politiques est une donnée normale. C'est dans la vie politique d'un pays. En démocratie, on a multipartisme. Donc, qu'il y ait des alliances, même conjoncturelles, liées à un objectif précis, bon, c'est normal. Oui. Mais c'est dans le long terme. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de notre approche de la démocratie, de notre approche de la ligne politique, en fait. C'est ça que ça interroge. Et, très bien. Les coalitions qu'on voit actuellement au Sénégal sont liées à des intérêts très précis. La coalition qui unit Taxawu Sénégal, PASTEF, PUR et d'autres sont liées à des intérêts juridiques. Voilà deux personnalités qui ont des démêlés avec la justice et dont le sort n'est pas encore fixé. Ça va. Et qui voudraient participer à des élections présidentielles. Voilà. Ça, c'est une coalition avec un intérêt particulier. La coalition liée au Parti démocratique sénégalais, d'ailleurs, dans cette coalition-là, je pense que le PDS ne sera pas en arrière-plan, sera le leader. Il y a cette question aussi de la justice et de la revenu dans le pays d'une certaine figure politique, Karim Wade. Et donc, l'intérêt ici, dans cette coalition, c'est d'installer un rapport de force, ces deux coalitions, installer un rapport de force pour tordre le bras à l'État. Au président Macky Sall sur ces questions-là. Donc, où est le peuple, où les intérêts du peuple dans ces coalitions? D'où l'inquiétude. D'où l'inquiétude. L'inquiétude ici, qui est totalement justifiée, c'est qu'on est dans une logique court-termiste. Il n'y a pas au bout un projet de société, un discours sur la société. Il n'y en a pas. On est en droit de s'inquiéter pour la suite. On est en droit de s'inquiéter pour la suite. Et ça dit qu'on est dans une crise de la démocratie, une crise structurelle, qui est liée à
l'existence de partis sans formulation de projets de société véritables, d'alternatives radicales, non pas dans un sens galvaudé, mais radicales dans le sens d'un changement, une transformation structurelle de nos pays. Ces partis politiques ne le proposent pas. Où sont leurs programmes? Et si toutefois il y avait un programme, quelle prise réelle ça a sur la société? Où sont les écoles de partis? Aucune. Monsieur Seck, en fait, si on suit la logique de notre docteur, en fait, en parlant justement de la société, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Absolument, absolument. Je rejoins Moussa dans ce qu'il dit. Crise de la démocratie, crise du fait partisan, et puis un brouillage total du discours. Parce que essentiellement ici, même le débat qu'il y a eu autour du logo, etc., logo, couleur, etc., c'est à croire qu'ils ont ils ont achalandé avant de proposer un contenu. Oui. Et c'est ça le ratage de cette coalition-là. Parce que si certains ont cherché à faire une petite comparaison avec Benno Siggil Sénégal en 2009, mais Benno n'avait même pas de logo, figurez-vous. Et pourtant, ils ont été ensemble en coalition et ils ont remporté les grandes villes lors des élections locales. Ce qui symboliquement annonçait la chute du président Abdoulaye Wade. Ici, ils ont achalandé, ils ont été sur le contenu d'abord, avant d'aller sur le contenant. Et il semble d'ailleurs que parlant du contenant aussi, ils ont été assez déséquilibrés dans les termes du contenant. Et ça, c'est forcément dire que c'est des coalitions forcément contre nature, qui n'ont pas des histoires communes et qui finalement est devenu, pour parler sociologiquement, ce n'était pas un fait politique, c'est un construit politique. Et à partir de ce moment-là, mais vous construisez, forcément d'autres vont venir déconstruire. Ouais. Et c'est ce que peut-être on est en train de vivre un peu. Docteur Diop, on va revenir sur, on a parlé du multipartisme, du pluralisme également. Est-ce que le pluralisme que nous connaissons aujourd'hui est-il faible, puisque les partis uniques et les régimes militaires dominent rapidement la scène politique? Alors, le pluralisme, en tout cas en termes politique ici, dans le cadre de nos démocraties, est un fait constitutionnel. Donc nos démocraties consacrent le fait qu'il y ait plusieurs organisations qui prennent en charge les questions relevant de la société. D'accord, les partis politiques, les organisations syndicales, etc. C'est un fait constitutionnel. Maintenant, est-ce que ce pluralisme-là est en faveur de nos démocraties, est en faveur de nos principes démocratiques? Non. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve très vite dans des organisations en réalité pléthoriques, à l'effectif pléthorique, satellitaires, qui ont des intérêts pécuniaires très souvent, parce que regardez par exemple des partis politiques qui se constituent, qui ne vont jamais aux élections, mais à l'approche de joutes électorales qui viennent rejoindre des coalitions pour pouvoir être à la table des négociations, pouvoir gagner quelque chose en retour, par exemple. On a aussi des organisations syndicales où il n'y a pas réellement de règles, de principes démocratiques aboutis. C'est le même dirigeant depuis 10, 15, 20 ans. Alors, quitte de la démocratie. Et c'est tellement profondément intégré qu'on le revoit même au niveau de nos institutions. C'est-à-dire qu'on a des présidents de la République qui sont élus, entre guillemets, de manière démocratique, qui ont des institutions républicaines, etc. Mais on se retrouve très vite dans des logiques de personnalisation, ce qu'on appelle un césarisme républicain, et de prédation en fait de toutes les institutions, et qui se retrouvent au service d'un individu et non au service d'un projet. Et c'est la même chose dans les partis politiques. On se retrouve très vite dans des situations où on voit que le parti en fait n'est en réalité que au service d'un individu. C'est d'ailleurs le même individu qui est à la tête du parti depuis sa création, régulièrement. Et il n'y a pas une tolérance vis-à-vis de la pluralité des courants. Toute velléité de créer un courant sera interprétée comme une velléité de défection. Donc ici, on a des principes très intégrés du monothéisme, en fait. Bon, c'est pour être taquin un petit peu. Mais voilà, donc on a déjà des formes d'autoritarisme et de dictature, en fait, au sein de ces structures qui sont censées représenter ou favoriser le jeu démocratique. Et
on a une reproduction au niveau des institutions. Fatalement, une fois qu'un des individus ou des acteurs est élu, on le revoit en fait. Et d'ailleurs, ce qu'il faudrait convoquer ici en termes d'analyse, ce n'est pas seulement de la science politique ou pas seulement de la communication. Il faudrait aller plus loin en fait, dans des considérations relevant de l'anthropologie. Pour comprendre ces logiques d'acteurs-là, d'où naissent-elles? Voilà. Et quels sont leurs ancrages, comment se développent-elles et qu'est-ce qui les favorise en réalité dans l'inconscient social, et pour pouvoir formuler des solutions à même de prendre en charge ces questions-là. Monsieur Seck, quels pourraient être les risques aujourd'hui, on va dire, si jamais on tend évidemment vers cette fin des idéologies sur le continent? Alors, le risque, c'est d'abord une absence de prise sur les réalités de nos processus. Je ne dirais pas uniquement politique, mais économique, nos rapports avec les partenaires, nos rapports avec l'international, etc. Ça peut avoir un impact sur le plan géopolitique Ah oui, ça peut avoir forcément un impact. Vous savez, les attributs de la puissance, en général, ont des soubassements idéologiques. Hein. Et tous ces pays-là, toutes ces puissances-là, mais prenez la France. On a parlé de Macron, de l'idéologie, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des césures nettes entre les positionnements idéologiques. Malgré le fait que Macron ait mis en place un gouvernement, un magma d'acteurs qui, a priori, donnait l'impression de ne pas avoir d'accroche sur l'idéologie, aujourd'hui, de plus en plus, les lignes se précisent à la veille d'élection. Et c'est dire donc qu'en réalité, on est tout à fait perdant en voulant s'inscrire dans des approches sans soubassement idéologique dans nos États. Vous allez aux États-Unis, ils ont des césures nettes entre les démocrates et les républicains. On sait qu'un démocrate ne fera jamais certaines choses du fait de son appartenance à une certaine idéologie. Et qui reste forcément, les démocrates donc sont souvent assez progressistes. Oui. Alors que, on sait que les républicains assez conservateurs sont réactionnaires. Donc on sait que forcément, il y a certaines décisions qu'un démocrate ne prendra jamais. Parce que pouvant être inscrite à l'enseigne de décisions assez réactionnaires. C'est ce qui manque c'est ce qui manque aujourd'hui sur le continent, cette fidélité à soi-même et à son idée, l'idéologie. Absolument. En fait, c'est ça qui fait totalement défection aujourd'hui. Mais ça, ce qui peut l'expliquer en général, c'est aussi notre absence de prise sur notre avenir. Qui n'a pas les moyens de sa politique est obligé d'être ballotté de gauche à droite sur la base de contingences qui viennent de l'extérieur, sur la base de décisions qui viennent de l'extérieur, sur la base d'injonctions, parce que souvent aussi nos États n'ont pas les moyens de leur politique. Donc sont obligés des fois de se soumettre à un diktat, souvent d'un monde ultralibéral, pour qui connaît aujourd'hui le triomphe du monde de l'ultralibéralisme aujourd'hui, mais sont obligés de se soumettre à ces diktats-là. Au nom de quoi est-ce qu'un État qui est en construction devrait dégraisser son administration, liée par exemple aux enseignants, au milieu de l'éducation? Ça n'a pas de sens. Au nom de quoi est-ce qu'un pays qui est en construction devrait dégraisser son administration de la santé? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, les institutions de Bretton Woods et la Banque mondiale sont venues nous imposer ces programmes d'ajustement structurel au lendemain de la fin des tensions idéologiques. Au point où Michel Camdessus, en partant, a fait un mea culpa pour dire qu'on a paupérisé les pays en sous-développement à cause de nos politiques de sous-développement. Et par rapport à ça, moi, Dr Diop, à quoi pourrait ressembler la vie politique africaine de demain, au vu de tout ce que nous venons de soulever aujourd'hui et les inquiétudes qui ont été, on va dire, soulevées par vous et évidemment par votre co-débatteur? Alors, juste une idée. Hein. La France compte 579 partis politiques. Mais on a les césures nettes entre les idéologies. Et ce qui veut dire que le système partisan français est arrivé à un tel niveau de sophistication que, en fait, la sélection est toute faite, naturelle. Donc, ça veut dire que même si nous, au Sénégal ou dans d'autres pays africains, on a 300, 400 ou 500 partis, ce n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est que la non-application de la loi. Parce qu'il y a des lois qui encadrent l'existence, le fonctionnement des partis politiques.
Au Sénégal, par exemple, il faudrait juste que cette loi soit appliquée pour que la sélection se fasse naturellement, en fait. Certains partis n'existeraient plus. Donc, certaines des études de la loi, tout simplement. Voilà, il faut appliquer la loi, d'abord. Et mis à part ce fait-là, pour moi, on va encore assister à la multiplication des partis politiques parce que dans nos cultures partisanes, le pluralisme n'est pas abouti, n'est pas un principe acquis. Je vous le disais tout à l'heure, quand il y a la naissance d'un courant politique dans une structure, c'est interprété comme une défection, une velléité de contestation du chef, le kilifa. Sociologiquement parlant, au Sénégal, quand votre kilifa parle, vous ne parlez pas. Vous acquiescez. Donc c'est cette conception-là de la société, de l'organisation, de nos relations qui se reflètent dans nos partis politiques et qui font que, voilà, on n'est pas dans des logiques de pluralisme. On va donc continuer à créer, à multiplier des partis politiques selon des frustrations, selon des considérations personnelles. Et d'ailleurs, regardez les partis qui naissent sont toujours à l'effigie de l'individu qui l'a créé. Et en parlant d'individu, en parlant de mandat, on marque une courte pause et on se retrouve en deuxième partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Depuis 2015, l'Afrique a subi des revers dans le maintien des normes sur les limites de mandat. Depuis lors, dans 13 pays, des dirigeants ont contourné ou supprimé les restrictions aux limitations de mandat qui existaient au préalable. Ce non-respect des limitations de mandat est à l'origine depuis quelques années de nombreuses crises sociopolitiques à travers l'Afrique. Malgré évidemment ces revers, la tendance n'est pas qu'à sens unique, puisque plusieurs pays africains ont renoncé ou bien ont respecté tout simplement les limites des mandats depuis 2015, notamment le Bénin, le Libéria ou encore le Niger. Docteur Diop, pourquoi la problématique de la limitation des mandats semble être enfermée dans une chambre insonorisée par certains dirigeants africains? Alors, quand on parle de cette problématique de limitation des mandats, moi j'ai déjà identifié 3 points. C'est-à-dire, premier point, c'est la fragilité de nos institutions, de nos constitutions, instabilité de nos institutions, parce que ne sont pas construites dans une logique de perdurabilité, c'est-à-dire qui dépasse les individus, non, sont construits à l'image d'un individu, au service d'un individu. Donc personnalisation des institutions, hyper-présidentialisme, etc. Troisième point, c'est aussi je ne dirais pas une culture politique, mais un ensemble de pratiques politiques qui sont déviantes, inscrites dans des agendas personnels, dans des logiques d'accaparement, et qui font que finalement, malgré qu'on a somme toute de très bons constitutionnalistes et de très bonnes constitutions dans l'esprit, on va toujours trouver un moyen à l'orée de prochaines élections à venir d'inscrire une nouvelle clause qui permette de se représenter. Et il se situe où aujourd'hui l'enjeu de respecter justement cette limitation de mandat, mon cher Seck? C'est d'abord la crédibilité du pays. Parce que figurez-vous que de plus en plus, on est dans un monde assez interconnecté et où on n'est plus que dans des approches parcellaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bailleur qui veut investir ou l'investisseur qui vient de l'étranger ou même le tissu économique, les acteurs du tissu économique local ont besoin d'avoir une visibilité sur les actions qu'ils vont poser. Souvent, une certaine instabilité qui émanerait de l'environnement politique va impacter l'espace économique et dans d'autres champs. Donc forcément, c'est une question d'abord de crédit et de l'image du pays et de sa stabilité aussi. Parce que dites-vous bien que ce qu'on a vécu en 2012 ici a beaucoup déconstruit ce qui a été certains fondamentaux. Et donc, une fois arrivé au pouvoir, vous avez besoin de redorer le blason, de redonner confiance, de redonner du crédit à la signature du pays, etc., etc., parce que c'est un tout. Donc c'est ça aussi le risque d'aller vers ces formes d'instabilité-là. Par ailleurs,
ça peut déconstruire la cohésion sociale. Parce que dites-vous bien que chaque acteur va camper sur une position et va chercher à agréger une opinion autour de lui. Et donc, c'est des opinions qui vont s'opposer. Et vous voyez, une fois qu'on a fini de se confronter, forcément, il y a une cassure du tissu social. Ouais. Si vous voyez la Côte d'Ivoire, ils ont mis en place au lendemain du conflit post-électoral une direction à la cohésion sociale. Et ils ont mis énormément d'argent pour indemniser les victimes. Au bout de 2 ans, ils ont mis en place un ministère de la cohésion sociale. Ils se sont rendus compte que la direction ne règle rien à cette cassure qui existe et qui a été causée par ces pratiques-là déviantes, comme l'a dit le docteur. C'est un ministère aujourd'hui de la cohésion sociale. Mais une cohésion sociale, on ne la touche pas. C'est-à-dire que c'est dans la durée, ce n'est pas du concret. C'est un construit, c'est énormément d'efforts et c'est dans la durée. Et surtout, quel est le moment où on va décréter que maintenant il y a la cohésion sociale? C'est-à-dire que donc, c'est tellement complexe que une fois vous posez certaines actions, mais dites-vous que les conséquences, vous les aurez dans la durée et ça va être des conséquences néfastes à l'État. Et c'est tout ça là qui fait que vraiment, ces questions de 3e mandat, manipulation de la Constitution, malhonnêteté politique, etc., mais ça nuit énormément à nos États. Et en parlant de limitation de mandat, Dr Diop, est-ce qu'aujourd'hui cette limitation est gage de démocratie en Afrique? Alors, cette limitation, évidemment, elle est gage de démocratie parce que ça permet de garantir une circulation des élites politiques au niveau des responsabilités de gouvernement, des responsabilités liées à la charge, en tout cas, de président de la République, etc. Donc, c'est un gage de démocratie, effectivement. Mais aussi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, il y a aussi cette idée de rupture du pacte social qui fait que alors, on va prendre énormément de temps pour reconstruire un pays où, finalement, il n'y a pas le sentiment d'appartenance à une communauté. Oui, c'est comme la fracture sociale. La fracture sociale, la rupture de ce qu'on appelle le commun vouloir de vie commune, la rupture de l'idée même de nation. Voilà, et c'est un gage de démocratie. La démocratie n'est pas seulement un ensemble de principes objectifs comme des institutions stables. Il y a tout un ensemble d'éléments subjectifs, imaginaires, qui font que, alors, il y a un substrat de superstructure, comme on dit, dans la démocratie. Et vraiment, c'est une hymne peut-être, ouais, mais c'est surtout un récit, des éléments intangibles qui vont fonder cette commune vouloir de vie commune et qui vont assurer en fait une part de confiance, une part de sentiment à la démocratie en fait. Tout à fait. C'est vraiment, c'est des institutions fortes, mais c'est aussi une confiance liée aux institutions. Ouais, c'est un tout, je vais dire. C'est une fibre, c'est un sentiment, et ça rejoint un peu, en fait on peut convoquer la thèse subjective de la nation. Il y a celle objective, portée par les Allemands. Il faut être blanc, il faut être chrétien, il faut être né dans le pays. Maintenant, au-delà, c'est cette thèse subjective où vous vous rencontrez même devant le Kremlin, vous sentez le goût du café Touba, vous sentez une fibre qui naît. Parce qu'il y a cette thèse subjective de la nation-là. Mais c'est au-delà, effectivement, des faits matériels, élections, partis politiques, institutions forces, etc. C'est un esprit. Et cet esprit-là, si vous la ratez, vous aurez raté justement cette dynamique de construction d'un pacte social et d'une nation dans la cohésion et l'unité. En parlant de construire, de cohésion, docteur Monsieur Seck, je reste avec vous. Alors, les pays d'Afrique australe et de l'Est font preuve de la plus grande, on va dire, adhérence à la limitation des mandats, alors que on va dire une grande partie de l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, on va dire un petit peu un problème avec ce respect de cette limitation des mandats. Comment expliquer, on va dire, cette Afrique divisée en deux? Alors, je suis tenté de convoquer, convoquer une certaine anthropologie du pouvoir. J'ai l'impression, au-delà de sans faire du culturalisme, moi je pense qu'il faut convoquer d'autres faits historiques, anthropologiques, etc., qui peuvent expliquer ce fait-là.
on ne peut pas l'expliquer de manière en l'évoquant comme ça. Je pense qu'il faut des études approfondies, anthropologiques, qui pourraient nous expliquer. Si je prends l'exemple du Sénégal, où on a dit qu'on a commencé à voter depuis 1848, et où déjà dès 1981, on a été quand même assez avant-gardiste sur la démocratie, même si on a par la suite posé des actes très, très, très destructeurs, déconsolidants de la démocratie. Mais je pense que même quand vous entendez le jargon sénégalais, quand il dit ñep, fep, lep, le Wolof n'est pas dans un dynamisme, dans un esprit d'unanimisme. Quand vous faites un peu l'étymologie des mots, ñep, fep, lep, c'est pas pour dire la totalité, mais c'est pour dire la plus grande partie, la majorité. Donc on comprend que déjà dans nos comportements, dans nos schèmes de pensée, dans nos vies de tous les jours, on respectait toujours l'avis de la minorité. Ñi ëpp, c'est la plus grande partie. C'est pas pour dire le tout. Et je pense que ces faits-là, on devrait les analyser, retourner aux faits anthropologiques et essayer de comprendre. Maintenant, vous parlez de l'Afrique du Nord, facilement là, on peut convoquer par exemple le fait culturel. Puisque qui dit religion, il y a des soubassements fortement culturels dans la religion. Et la religion, ils ont été fortement islamisés, etc. Et donc, on peut comprendre des fois aussi ce dogme-là religieux qui prend le dessus sur certains faits politiques. Même si vous voyez dernièrement, le Maroc a su quand même amorcer une dynamique assez intéressante avec un renouvellement au sein de l'Assemblée nationale. Le parti qui était très hégémonique a perdu sa majorité et est arrivé à 17 sièges, alors qu'à la base, ils étaient à 300 et quelques. Bon, on peut convoquer les impacts de la Covid et d'autres facteurs, mais je pense aussi que la royauté, le fait que le roi se soit inspiré du modèle un peu anglais, britannique, a permis à la démocratie de respirer. Et lui, il s'est posé quelque part en autorité morale qui rassure, qui calme. Comme on dit, le roi ne peut faire mal. Lui, il est dans cet esprit-là. Mais dans les pays de l'Afrique centrale, etc., il faut dire que c'est un long héritage. Oui, parce qu'on a l'impression, Dr Diop, qu'en fait, par exemple, le sempiternel problème de troisième mandat qui a secoué certains pays comme la Guinée ou encore la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il n'y a pas cette résonance en Afrique centrale où là-bas on parle de 6 mandats, de 4 mandats. Donc évidemment, est-ce que c'est sur le plan culturel ou c'est un autre point qu'il faut interroger, Dr Diop? Oui, mais je pense qu'il faut interroger l'histoire, il faut interroger les trajectoires politiques, il faut interroger aussi les cultures, donc l'anthropologie, etc. Absolument. Et d'ailleurs, je suis même tenté de... Quand on voit par exemple dans les pays d'Afrique du Nord où voilà, il y a une très ancienne islamisation, il faut savoir que dans l'islam, il y a des principes aussi de consensus, de consultation et des principes qui sont contre toute forme d'hégémonie. Alors, il y a la théocratie, mais il y a des principes comme la shu'ara, la consultation, il y a l'ijma, l'avis toujours recherché dans le consensus, les principes d'ihtirsan, les principes de recherche du bien public, du bien commun, etc. Donc, en réalité, nous sommes dans des formes de dévoiement des principes qui ont soutenu la naissance de nos sociétés et nous sommes inscrits, comme je vais le rappeler encore, dans des logiques de prédation, d'accaparement, qui sont à contrario du sens de nos histoires, en fait, et de nos cultures. C'est ce qui... Bon, après, tout ça, ça demande un temps long. Et moi, je suis même tenté d'aller dans une forme de... je vais parler de refondation, mais une refondation spirituelle, non pas dans un sens religieux du terme, mais dans un sens l'imaginaire, la métaphysique même de nos pays. Bon, je vais dans des explications assez profondes, mais il faut cette rupture-là pour qu'on assiste du coup à d'autres formes de pratiques dans nos sociétés et d'autres formes de rapports avec... Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes aujourd'hui pour limiter justement ces mandats? Mais il y a la loi.
nos constitutions on a de très bonnes constitutions, mais qui sont toujours tripatouillées à l'approche d'échéances électorales. Donc, le problème, c'est pas en réalité de créer des lois. Mais comment arriver justement, excusez-moi du terme, à bien museler cette loi-là pour que derrière, on n'assiste pas à modification vite fait de la Constitution Ces lois ne seront muselées que par l'esprit des individus qui les incarnent, qui les appliquent. C'est pourquoi je dis qu'il faut une refondation spirituelle, métaphysique, qui va entraîner un nouveau rapport avec nos politiques, qui va entraîner un nouveau rapport avec ce que c'est le bien public, la société, l'intérêt général. Parce qu'en réalité, nous avons d'excellents constitutionnalistes, nous avons d'excellents juristes, nous avons d'excellents politistes, nous avons d'excellents économistes. Mais qui pêchent aujourd'hui, docteur Diop, puisqu'on on ne les voit pas. On ne les voit pas tout simplement parce que, comme nous ne sommes pas installés dans ces sociétés-là où on a des dialogues intellectuels sincères, un échange qui va aller dans le sens de l'intérêt général, la recherche du consensus, et que nous sommes inscrits dans des logiques, encore une fois, d'accaparement, de prédation, comme dit Achille Bembe, écoute, nous n'en sortons pas. On aura beau créer des institutions, des constitutions, créer de nouvelles lois, etc., etc. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire nos histoires politiques ont été rythmées par ça. Combien de fois on a créé de constitutions au Sénégal? Combien de fois? Est-ce qu'on n'a pas de juristes qui sont reconnus à l'international? Est-ce qu'on n'a pas d'économistes, de politistes qui ne sont pas reconnus? Voilà, les compétences sont là. Maintenant, il y a ce qui relève de la volonté individuelle et de la pensée de l'individu, de l'esprit, sa volonté à transcender le temps et d'inscrire une marque positive dans l'histoire. Et ça, je le répète, et je vais m'aligner sur les positions de Felwine Sarr, il faut une réforme spirituelle, morale, intellectuelle, profonde. Et donc, je ne parle pas forcément de religion, mais je parle d'une cosmogonie, une vision du monde, une vision de sa place dans le monde qui nous permet justement de transcender. Voilà. Et c'est dans cette logique qu'aujourd'hui les instances internationales doivent aller, parce que c'est vrai, Dr Diop l'a souligné, on a une constitution qui est là mais qui est tout le temps violée, on a des lois qu'on valide mais qui sont tout le temps violées également, ou supprimées, ou pas du tout respectées. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les instances internationales, est-ce qu'il faut un petit peu sévir, je veux dire, à ces dirigeants-là qui violent la Constitution? Parce que n'oublions pas que dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on a le Mali où il y a eu des coups d'État, on a la Guinée récemment où il y a eu des coups d'État, la CEDEAO est beaucoup plus dans l'optique de dialoguer, de trouver des consensus, mais il n'y a pas de sanctions derrière, parce que ces lois sont toujours violées par ces dirigeants. Alpha Condé qui a insisté pour un troisième mandat, derrière la Constitution qui a été violée. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller dans des sanctions dissuasives? Alors, je suis un peu partagé, puisque, on parle de l'État avec sa souveraineté aussi. Donc, à partir du moment où c'est un État qui exerce toute la plénitude de sa souveraineté, parler de la communauté internationale... Parce que c'est une forme d'ingérence Oui, je le dirais un peu comme ça. Maintenant, après, c'est les États aussi qui prêtent le flanc, certains États, et qui permettent ces formes de réflexion-là, qui poussent la communauté même à s'immiscer dans ces pratiques, parce que ils n'ont pas le choix. Il faut travailler à stabiliser la zone, et l'instabilité d'un tel pays peut impacter, peut irradier la zone, etc. Exactement, ouais. Et donc, quelque part, on comprend ces approches, même si on ne les cautionne pas. Moi, je rejoins Moussa pour dire qu'essentiellement, c'est quand même une question de volonté. C'est une question de volonté, c'est une question de vouloir justement imprimer sa touche, garder son nom dans l'histoire, etc. Quand aujourd'hui, on convoque Senghor, qui de son propre gré est parti à laisser le pouvoir, c'est parce qu'en fait, c'était avant la lettre même, il a posé un acte fort. Il y a le Niger. Et le Niger aussi. Encore que le Niger, il faut nuancer un peu, parce qu'il reste quand même une menace pour l'actuel président. Il a voulu poser ses pions et quelque part, il est dans les coulisses, mais il tire les ficelles. C'est parti tout en restant. Voilà, il est parti tout en restant, même si... Refusé. Et Ghazouani, lui, a marqué son territoire en étant très tranché dans les décisions. Alors que notre ami du Niger, le président du Niger, est en train de jouer, de négocier avec l'ancien partant. Tout ceci pour dire qu'en réalité, essentiellement,
on a un problème de leadership en Afrique. Fondamentalement, moi je pense que c'est ça. Prenez l'exemple du NEPAD. Ceux qui avaient porté le NEPAD, c'était Thabo Mbeki, c'était Bouteflika, c'était Abdoulaye Wade. Quel a été le sort de ces trois présidents qui pourtant ont porté le NEPAD et on sentait une certaine dynamique continentale qui était lancée, portée sur les fonds baptismaux à travers le NEPAD. Pris à défaut ici, question de corruption et de mœurs, Thabo Mbeki. L'autre, il a été dégagé, Bouteflika. Abdoulaye Wade, on a vu ce qu'il en est sorti. Une crise de leadership. Aujourd'hui, une crise comme celle de la Guinée. Il nous a fallu toujours mobiliser Obasanjo. C'est le seul sur lequel on s'agrippe aujourd'hui pour régler les problèmes de la Guinée, alors que la proximité linguistique devrait aussi éventuellement, et même géographique, faire de sorte qu'on puisse identifier un leader de la zone proche du Mali ou de la Guinée qui pourrait y aller, proximité linguistique, historique et tout culturel, ethnique, qui aurait peut-être permis de régler cette question. Donc essentiellement, moi je pense que c'est une crise de leadership que nous vivons aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a plus personne qui s'agrippe à certaines valeurs républicaines. Macky Sall, on en parle, mais on attend de voir. Et pourtant, lui, c'est le dernier qui devrait parler de troisième candidature. Je dis bien, les mots ont leur sens. Faisons attention, avant de parler de mandat, la transition est toute trouvée, mon cher Seck. On va parler, docteur, de notre continent qui nous concerne, l'Afrique, qui doit tenir 34 élections présidentielles entre 2019 et 2021. Dans un tiers de ces pays, la question des limitations de mandat, justement, M. Seck en parlait, est cruciale. Les moyens souvent controversés par lesquels ces dirigeants restent au pouvoir minent t-il aujourd'hui, on va dire, la légitimité de ces processus électoraux? Vous avez la réponse. En fait, ces artifices qui sont tous trouvés pour se maintenir ou se représenter encore font que ces élections qui sont organisées n'ont aucune forme de légitimité. Oui, parce qu'on parle souvent d'élections libres et transparentes. Non, mais ce sont des mots creux qu'on affecte à ces pratiques-là, enfin l'élection, pour dire que voilà, il y a un processus qui a été enclenché, on a consulté les acteurs politiques, on a essayé de bâtir un consensus autour. Remarquez, à chaque fois qu'il y a élection, on reparle du fichier électoral, on reparle des modalités d'organisation de ces élections, qui sont les représentants des partis dans les bureaux, etc. Ce sont les mêmes débats qui s'invitent au menu et on va rester 1 an, 2 ans avant l'organisation effective des élections et que ces élections, avec tout la mise en place que ça a suscité, la préparation, la cuisine, etc., on va encore se retrouver avec des élections dont les résultats sont peu ou prou contestés. Donc ça veut dire qu'en amont, tous les éléments n'étaient pas réunis pour assurer une légitimité crédible à ces élections et aux résultats de ces élections. Encore une fois, la dimension individuelle est extrêmement importante ici, c'est-à-dire la logique des acteurs. Elle est extrêmement cruciale ici parce que de toute façon, les lois, nous avons des juristes pour les faire quoi. Voilà, les compétences sont là. Maintenant, il y a la logique de l'acteur individuel qui est là, qui a soit une volonté d'inscrire son pays dans une trajectoire de stabilité, ou bien de poser des actes qui vont installer des perturbations durables. Et nous sommes dans des contextes, j'ai cœur à le rappeler, nous sommes dans des formes d'interdépendance complexes. Et toute instabilité dans un pays, aussi petit qu'il soit, aussi économiquement faible qu'il soit, on va vers des phénomènes de contagion. Et nous sommes liés par des histoires communes, des cultures communes, une géographie commune. Donc, les contagions vont florescer. Et puis, au-delà de ces contagions-là, il y a des phénomènes d'instabilité qui nous dépassent. Bon, terrorisme, criminalité transfrontalière, trafic de drogue, trafic d'humains, d'êtres humains, etc. Donc, qui vont se rajouter à des instabilités internes et qui maintiennent des pays dans des chaos, en fait, sur un temps long. Et quitte des programmes
pour l'éducation, la santé, parce que beaucoup d'argent va être affecté à sécuriser le pays, sécuriser les frontières, donc on va renforcer l'armée, etc., au détriment de l'éducation, la santé. Quel est le programme des pays africains ou du continent africain sur l'intelligence artificielle, par exemple? Oui. L'exploration de l'espace atmosphérique à l'heure où Amazon, Google investissent ce domaine. Voilà. Ouais, vraiment, on parle des mêmes problèmes. Oui, c'est vrai. Autant de questions, évidemment, et comme il a souligné le docteur, on n'a pas le même problème. On va revenir sur ce point de la limitation des mandats. Alors, les États-Unis, mon cher Seck, partagent justement des valeurs et des intérêts communs avec des millions d'Africains qui appellent au respect de ces limitations afin de rompre avec l'héritage et puis, on va dire, ces dirigeants, entre guillemets, intouchables. Faut-il écarter l'aide extérieure dans ce combat-là, qui est le respect de la limitation des mandats sur le continent? Alors, c'est assez compliqué. Je suis tenté de convoquer ici le débat de 2012, quand Abdoulaye Wade a dit « Je suis assez souverain pour organiser seul mes élections. Je n'ai pas besoin de financement étranger. » Et il avait rejeté presque 2 millions de dollars, voire plus, des États-Unis. Et cet argent-là a été réinjecté dans la société civile, qui se sont très bien organisés pour faire une bonne observation électorale. Et donc, quand bien même la candidature du président Abdoulaye Wade a été acceptée, il y avait cette visie citoyenne qui a fait qu'il n'y avait pas moyen de tripatouiller ou de voler des élections pour faire trivial, quoi. Mais la question de l'aide internationale, moi, je suis très partagé, puisque qui paye commande? Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On va parler de souveraineté, on va parler de démocratie, parce que la démocratie aussi, c'est des moyens. Et on va peut-être revenir sur l'exemple de l'Afrique centrale, mais peut-être qu'aussi il y avait cette main étrangère dans le processus politique qui a un peu dérouté une bonne dynamique éventuelle qui se serait impulsée. Parce qu'il y avait du pétrole, il y avait énormément de ressources et c'était une chasse au contrôle de ces ressources par les nations étrangères. Dites-vous que donc cette dynamique-là aussi peut expliquer une longévité au pouvoir. Maintenant, il faut énormément se méfier et de la communauté internationale et de l'aide au développement et de toutes ces pratiques-là qui éventuellement ne plaident pas en la faveur de, je ne dirais même pas éventuellement, à coup sûr, c'est des pratiques qui ne plaident pas pour un développement durable de l'Afrique. Et développement durable pour l'Afrique, évidemment, c'est tout le mal que nous souhaitons à notre magnifique continent. Nous sommes malheureusement, messieurs, arrivés au terme de cette émission. Nous remercions Dr Moussa Diop. Vous êtes analyste politique, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci, Régis. Nous remercions également Mamadou Seck. Vous êtes expert électoral, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci bien. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres faits liés à l'actualité sur le continent. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.